En Leonardo DiCaprio a fréquenté des mannequins, fait la fête sur des yachts et remporté tous les prix à Hollywood. Mais il y a une femme qu'il ne pouvait pas supporter. Et ce n'était pas celle à laquelle vous penseriez. Elle était de jeune, talentueuse et travaillait avec lui sur ce qui allait devenir un film emblématique. Il la trouvait trop sérieuse. Elle le trouvait enfantin. Le plateau s'est transformé en champ de bataille. Et quand ce fut terminé, ils se sont fait la promesse silencieuse de ne plus jamais se croiser. Aujourd'hui, nous révélons ce qui s'est réellement passé entre eux. Leonardo DiCaprio a acquis son nom dans un moment qui ressemblait au destin. En 1971, sa mère se tenait à l'intérieur de la galerie Oiti à Florence, en Italie, en regardant une peinture de Leonardo da Vinci quand elle a soudainement senti son bébé donner un coup de pied pour la première fois. Ce moment précis lui a fait décider d'appeler son enfant Leonardo. Il est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles. Son nom complet était Leonardo Wilhelm DiCaprio. Le deuxième prénom venait de son grand-père allemand, Wilhelm. Sa mère avait vécu sa propre naissance dramatique, née en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale le 7 février. 3. Alors que les bombes tombaient à l'extérieur de l'abri anti-aérien. Ainsi, dès le début, le drame et l'intensité ont semblé suivre cette famille. Mais les choses ne sont pas restées calmes longtemps. Un an seulement après la naissance de Leonardo, ses parents se sont séparés en 1975. Son père, George, était tombé amoureux d'une autre femme. Mais au lieu de se séparer complètement, ils ont mis au point quelque chose d'inhabituel. Ils ont emménagé dans 2 petites maisons qui partageaient un jardin. Une maison pour sa mère, une pour son père, sa nouvelle petite amie et son fils, Adam. Leonardo passait de l'un à l'autre et ce mélange de stabilité et de chaos l'a façonné. Le monde de son père était rempli d'art underground et de bandes dessinées. Il a même plaisanté une fois en disant que puisqu'il n'avait pas les moyens d'envoyer un Leonardo à l'université, le gamin n'aurait qu'à devenir une star de cinéma à la place. Ses parents, bien que séparés, n'ont jamais cessé de soutenir son rêve. Certains étés, Leonardo allait en Allemagne pour séjourner chez ses grands-parents. Il recevait 10 marks et des glaces géantes en récompense. Lors d'un de ces étés, le 25 août 1984, il a participé à un concours de breakdance à Urkenvik. Il s'appelait lui-même La Nouille, a dansé pieds nus et a terminé à la 2e place. Il voulait tellement ce Walkman qu'il a presque pleuré. Il n'avait que 9 ans, mais dansait comme s'il était sur scène. Cette défaite l'a suffisamment blessé pour qu'à 11 ans, il ait sérieusement pensé à abandonner le métier d'acteur pour devenir danseur de breakdance à plein temps. Il s'est produit dans les rues et a participé à des battles de danse locale. Sa grand-mère Helen, qui a vécu jusqu'en 2008, lui a donné sa façon de parler directe et tranchante. Même après être devenu célèbre, il a continué à lui rendre visite. Mais le monde dans lequel Leonardo vivait chez lui était dur. Son quartier d'enfance à East Hollywood avait un surnom, Scum Boulevard. Le crime était partout. Des prostituées se tenaient à son coin de rue. Des toxicomanes erraient sur les trottoirs. Cela ressemblait à une scène du film Taxi Driver. Lui et sa mère vivaient au 1874 Hillhurst Avenue, entouré de rues défoncées et de dangers. Sa mère travaillait dur comme secrétaire juridique, essayant de faire fonctionner les choses. Leonardo a vu tout cela et a décidé qu'il voulait partir. Les auditions sont devenues plus qu'un rêve. Elles étaient une question de survie. Le métier d'acteur était son moyen d'échapper à la pauvreté et d'aider sa mère. Il est d'abord allé dans une école qu'il aimait, Seeds Elementary, maintenant UCLA Lab School. Il l'appelle un endroit paisible, rempli d'enfants de différents horizons. Mais le lycée était une autre histoire. Il a été transféré à John Marshall High School et a été victime de harcèlement. Son nom était étrange. Son énergie ne s'intégrait pas. C'est devenu si grave qu'après avoir terminé sa première année, il a abandonné. Il a supplié sa mère de le conduire à chaque audition. Il a obtenu son GED plus tard,
mais n'a jamais regardé en arrière. Il avait autrefois pensé à devenir biologiste marin, mais imiter les gens et jouer la comédie lui semblait être sa véritable vocation. Quitter l'école était un pari, mais un pari qu'il était prêt à prendre. La toute première fois qu'il s'est produit sur scène, il n'avait que 2 ans en 1976. Lors d'un festival, la musique a commencé à jouer et le petit Leonardo s'est mis à danser. Il n'était pas censé se produire, mais la façon dont la foule a applaudi et acclamé a changé quelque chose en lui. Après cela, il n'a pas pu s'empêcher de faire des imitations et des voix devant tous ceux qui voulaient se bien regarder. Sa maison s'est transformée en scène. Sa mère a alors su qu'il avait quelque chose de spécial. Mais tout ne s'est pas passé sans heurts. En 1969, à l'âge de 5 ans, il a obtenu un emploi dans l'émission pour enfants Romper Room, mais il ne pouvait pas rester immobile. Il sautait partout, faisait des saltos, frappait même la caméra. L'équipe n'arrivait pas à le contrôler. Ils ne l'ont pas exactement renvoyé, mais ils ont arrêté de le filmer. C'est devenu une blague dans sa famille. Mais cela lui a aussi appris une grande leçon. Être drôle ne suffit pas. Il faut aussi de la discipline. À l'âge de 14 ans, en 1988, il faisait déjà des publicités télévisées. Il a vendu des voitures Matchbox, Kraft Singles, Bubble Yum et Apple Jacks. Chaque publicité lui a appris quelque chose. Il a appris à suivre les instructions, à prononcer des répliques et à rester calme sous la pression. Il a commencé à gagner des milliers de dollars. Ses parents ont économisé l'argent sans se rendre compte qu'il contribuait à construire la carrière d'un futur lauréat d'un Oscar. Pourtant, la route était chaoteuse. En 1959, Leonardo a obtenu un petit rôle dans la nouvelle Lassie, mais cela est arrivé après 18 mois de rejet. Il a participé à près de 100 auditions et n'a pas été sélectionné. Un directeur de casting a même dit à son père de changer son nom en quelque chose de plus américain, Lenny Williams. Son père était furieux. Il a déchiré la fausse photo de profil et a dit à Leonardo qu'il ne le permettrait jamais. Mais les rejets constants l'ont usé. Un jour, après une nouvelle audition ratée, il a pleuré dans la voiture et a dit « Papa, je veux être acteur, mais si c'est comme ça, je ne sais pas si je peux le faire. » Son père lui a dit de continuer. Cet encouragement a compté plus que tout. Même s'il s'était classé 2e au concours de danse allemand en 1984, certains rapports ont indiqué plus tard qu'il était arrivé 3e. La vérité est qu'il était dévasté de ne pas avoir gagné. En 1987, à l'âge de 11 ans, il a failli abandonner le métier d'acteur pour se consacrer au breakdance à plein temps. Il s'est produit pieds nus sur les trottoirs. Il avait une image de breakdancer, des coupes de cheveux sauvages, et les agents d'Hollywood ne savaient pas quoi faire de lui, mais son père l'a toujours laissé être qui il était, même si cela ne correspondait pas au moule habituel. En 1990, quelque chose a changé. Il a décroché un rôle régulier à la télévision dans Parenthood, où il jouait Gary Buckman. Il avait 16 ans et avait enfin la chance de travailler avec de grands producteurs comme Ron Howard. Il a joué dans 12 épisodes et a même été nominé pour le prix du meilleur jeune acteur. C'était son premier vrai avant-goût de ce que cela faisait d'appartenir à Hollywood. Puis, en 1991, il a rejoint Quoi de neuf, Docteur? Dans le rôle de Luke Brower, un adolescent sans abri. Les producteurs l'ont ajouté pour booster les audiences dans l'espoir de recréer l'énergie de séducteur des saisons précédentes. Il est apparu dans 23 épisodes. Il était intelligent, confiant et a même obtenu une autre nomination aux Young Artist Awards. Mais vers la fin de la saison, ils l'ont fait sortir pour qu'il puisse filmer Blessures secrètes en 1993. Ce rôle allait tout changer. Mais avant ce film révélation, il y a eu un moment qu'il espérait que le monde oublierait. Son film de 1991, Critters 3, était une suite d'horreur sortie directement en vidéo. C'était un film à petit budget, rempli d'extraterrestres en caoutchouc, et il a reçu une note de 23%. Il jouait Josh, le fils d'un propriétaire corrompu. Le film a fait un flop.
Il a été filmé dans un immeuble d'habitation et certaines scènes étaient si sombres qu'on ne voyait presque rien. DiCaprio ne l'a jamais renié, mais il n'en a jamais beaucoup parlé non plus. L'un des premiers rôles sales et sérieux de Leonardo a été dans le feuilleton Santa Barbara. En 1990, il a joué le jeune Mason Capwell dans des scènes de flashback. Il n'y a eu que 5 épisodes, mais le rythme était intense. Il devait mémoriser des tonnes de répliques chaque jour. Ce genre de pression lui a donné le muscle nécessaire pour survivre plus tard sur les plateaux de tournage. Pour sa performance, il a de nouveau été nominé au 12e Youth in Film Awards. Leonardo DiCaprio n'avait que 18 ans lorsqu'il a auditionné pour Blessure secrète en 1993. Au début, il n'essayait même pas d'obtenir le rôle principal. Il venait de terminer de jouer dans l'émission de télévision Quoi de neuf, Docteur, et s'est présenté pour un rôle plus petit. Mais au moment où il a commencé à lire, quelque chose a changé dans la pièce. Robert De Niro, qui avait déjà 2 Oscars à ce moment-là, s'est tourné vers le producteur Art Linson et a dit « Ce gamin a quelque chose de spécial ». Léo ne se contentait pas de jouer. Il improvisait, prenait des risques, faisait des choses qui n'étaient pas dans le script. De Niro se portait rarement garant d'inconnu, mais il s'est assuré que Léo obtienne le rôle principal. C'était le premier grand rôle de Léo au cinéma et le début d'une connexion avec De Niro qui allait se poursuivre pendant 30 ans, de Simplest Secret en 1996 à Killers of the Flower Moon en 2023. La même année, dans Gilbert Grape, Léo, 19 ans, a battu Christian Bale pour le rôle d'Arnie. Au lieu de simplement lire des répliques, Léo est allé dans un foyer pour adolescents handicapés mentaux et a tout observé de près, comment il bougeait, comment il parlait, comment il réagissait. Il est resté dans son personnage même lorsque la caméra ne tournait pas. Beaucoup de gens pensaient que les cinéastes avaient engagé quelqu'un qui était réellement handicapé, mais c'était Léo. Il a obtenu sa première nomination aux Oscars à 19 ans pour le meilleur acteur dans un second rôle. Le tournage a commencé le 2 novembre 1992 et s'est terminé fin janvier 1993, principalement à Austin et Pflugerville, au Texas. Les critiques ont dit que son jeu d'acteur était brut et réel, plein d'innocence et de spontanéité. En 1995, Léo a poussé encore plus loin dans Basketball Diaries. Il jouait Jim Carroll, un adolescent perdu dans la dépendance à l'héroïne. Pour les scènes montrant le sevrage, Léo a étudié de vrais toxicomanes pour voir à quoi ressemblait la désintoxication. Puis, il l'a joué, tremblant, suant, écumant à la bouche. Dans un moment choquant, son personnage se vend dans des toilettes publiques pendant 35 heures. Le réalisateur Scott Calvert a filmé ces scènes pendant plusieurs jours difficiles. Léo n'a pas simulé la douleur. Il s'est débattu sur le sol et a tout lâché. Les critiques ont salué l'une des performances les plus brutalement honnêtes des années 1990. Plus tard. Cette année-là, dans Total Eclipse, Léo a pris un grand risque. Il n'avait que 20 ans et jouait le poète français Arthur Rimbaud dans un film qui n'a rapporté que 350 000 $ aux États-Unis. Il comprenait des scènes d'amour homosexuel et une nudité frontale complète, y compris une scène où Léo se tenait complètement nu à une fenêtre. Le film a obtenu une cote R pour son contenu sexuel et sa violence. Des magazines comme Playgirl ont ensuite payé des sommes énormes pour des photos tirées du film. De nombreux cinémas ont refusé de le projeter. Même s'il suivait l'histoire réelle, le public américain n'était pas prêt à voir sa nouvelle star adolescente dans un rôle aussi cru et adulte. Cela a failli mettre fin à sa carrière avant qu'elle n'ait vraiment commencé. En outre, en 1995, Sharon Stone a tout changé pour Léo. Il a auditionné pour Mort ou Vif, mais le studio ne voulait pas de lui. Ils ont dit à Sharon, « Si tu le veux, paye-le toi-même. » Alors, elle l'a fait. Elle lui a donné plus de 100 000 $ sur son propre salaire. Elle a également payé le salaire de Russell Crowe. Léo était le seul acteur à pleurer dans la scène où son personnage suppliait son père de l'aimer. Sharon croyait en lui et n'a pas hésité. Léo a dit plus tard, «
Je ne la remercierai jamais assez. Ce film l'a aidé à se lancer directement dans Titanic. Lorsque Titanic est sorti le 19 décembre 1997, tout a explosé. Le film a rapporté 2,2 milliards de dollars et a fait de Léo l'acteur le plus célèbre au monde. Mais le tournage a été brutal. Les réservoirs d'eau n'étaient qu'à 10 degrés. Kate Winslet a contracté une pneumonie. Léo est resté dans l'eau chauffée autant qu'il le pouvait, essayant d'éviter les engelures. Puis, quelque chose de fou s'est produit. Un soir, quelqu'un a mélangé de la PCP à la chaudrée de palourde de l'équipe. Environ 80 personnes ont été envoyées à l'hôpital en proie à des hallucinations et des vomissements. Le réalisateur James Cameron a poussé les acteurs avec des journées de tournage de 20 heures. Des gens se sont effondrés. Léo n'a été payé que 2,5 millions de dollars, alors que le film a coûté 200 millions de dollars. Ce film a presque brisé tout le monde, mais il a fait de Léo une star mondiale. En 2006, pendant une pause du tournage de Blood Diamond, Léo a essayé d'affronter sa peur des requins. Il a participé à un voyage de plongée en cage organisé par une association caritative au large des côtes du Cap. Mais quelque chose a mal tourné. Un grand requin blanc de 4,5 mètres a percuté la cage et y est entré à moitié. Léo s'est aplati contre le sol pendant qu'il claquait des mâchoires à quelques centimètres de son visage. L'équipe a dit que c'était la première fois en 30 ans que quelque chose comme ça se produisait. Léo a dit que c'était absolument terrifiant et qu'il ne referait jamais quelque chose de pareil. En 1998, Léo a enchaîné avec Titanic avec l'homme au masque de fer. Il a rapporté 183 millions de dollars, mais a reçu des critiques mitigées. Léo jouait des frères jumeaux, un roi maléfique, un emprisonné. Mais en coulisses, les gens parlaient de son comportement difficile. Il voulait des entraîneurs d'épée personnels, des coachs d'accent et des séances de maquillage de 4 heures en silence. Le studio a précipité le film pour surfer sur la vague de sa renommée de Titanic. Cela s'est retourné contre eux. Les critiques ont dit qu'il avait l'air maladroit à côté d'acteurs plus âgés comme John Malkovich et Jeremy Irons. Plus tôt en 1997, Léo a refusé Boogie Nights. Le réalisateur Paul Thomas Anderson a écrit le rôle de Dirk Diggler pour lui après avoir vu Basketball Diaries. Les agents de Léo l'ont poussé à choisir Titanic à la place. Il a raté un chèque de paie de 3 millions de dollars et 5% des bénéfices, ce qui aurait représenté plus de 50 millions de dollars. Il a dit à Anderson des années plus tard que le fait d'avoir sauté le film était sa plus grande erreur et un regret qui le hantait encore. En 2002, Gangs of New York a poussé Léo vers de nouveaux horizons. Ils ont filmé à Rome pendant des mois avec des journées de 18 heures. Il a joué aux côtés de Daniel Day-Lewis, qui est resté dans son personnage tout le temps. Le tempe Léo a essayé de dire bonjour une fois, mais Day-Lewis s'est contenté de grogner. Il a refusé les chaises modernes et a conservé le rôle de Bill le boucher même entre les prises. Cette scission a rendu leur rivalité à l'écran réel. Pour Aviator en 2004, Léo a joué Howard Hughes. Il a perdu du poids et a étudié les troubles obsessionnels compulsifs. Il a rencontré de vraies personnes atteintes de TOC et a travaillé avec des experts de l'UCLA. Pendant le tournage, ses propres TOC légers de son enfance sont revenus. Il a joué des scènes où Hughes se frottait les mains jusqu'à ce qu'elles saignent. Le film a coûté 110 millions de dollars et a obtenu 11 nominations aux Oscars. Léo a finalement obtenu sa première nomination pour le meilleur acteur. Dans Les Infiltrés en 2006, Léo a fait face à l'improvisation de Jack Nicholson. Dans un moment choquant, Nicholson a sorti une vraie arme sans prévenir personne. Il l'a pointée directement sur le visage de Léo. La peur à l'écran était réelle. Léo n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Nicholson a également sorti des accessoires et a ajouté des répliques effrayantes sans prévenir. Cette imprévisibilité a poussé Léo plus profondément dans le rôle d'un flic infiltré qui perd le contrôle. Toujours en 2006, Blood Diamond l'a poussé à nouveau.
Il s'est entraîné dur pour obtenir un accent sud-africain parfait et a étudié de vrais mercenaires. Le film explorait les enfants soldats en Sierra Leone. Léo a rencontré des orphelins et a vu ce que la guerre leur avait fait. Il a appris l'histoire d'enfants forcés de marcher pendant des jours et de tuer leur propre famille. Les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que 10 000 enfants étaient impliqués. Léo a travaillé en étroite collaboration avec 24 vrais enfants qui sont apparus dans le film. Il lui a valu une autre nomination aux Oscars et a rapporté 171 millions de dollars. En 2008, Léo a retrouvé Kate Winslet pour Les Noces rebelles. Ils incarnaient un couple qui s'effondrait dans les années 1950. Les combats semblaient si réels parce que Léo et Kate se disputaient aussi hors caméra. Il a étudié la façon dont les hommes se comportaient dans les années 1950, comment ils parlaient, comment ils fumaient, comment ils retenaient leur colère. Le poids émotionnel était lourd. Kate a dit plus tard que cela les avait tous deux épuisés. En 2013, Leonardo DiCaprio a remporté un Golden Globe pour son rôle dans Gatsby, le Magnifique. Les critiques ont dit que sa performance dans le rôle de Jay Gatsby pourrait être la meilleure de sa carrière. Le film de 105 millions de dollars a rapporté 353 millions de dollars dans le monde, triplant son budget, même si les critiques ont été mitigées. Mais au lieu de simplement célébrer la victoire, les choses ont mal tourné. Les gens ont commencé à souligner à quel point son style de vie dans la vraie vie ressemblait exactement à celui de Gatsby. Il organisait des fêtes sauvages à Cannes, passait du temps sur des yachts et vivait comme un playboy milliardaire. Exactement ce que l'on reprochait à Gatsby. Cela a fait les gros titres. Le même film qui était censé montrer les dangers du matérialisme est devenu un miroir de la propre image de DiCaprio. Pourtant, les critiques ont salué son jeu d'acteur. L'un d'eux l'a qualifié de formidable et difficile, montrant toutes les facettes de Gatsby. Dur, vulnérable, faux, drôle et tragique. La victoire a montré son talent, mais le contre-coup a rendu difficile le fait d'en profiter. Un an plus tard, en 2014, DiCaprio a été nominé aux Oscars pour Le Loup de Wall Street. Une scène dont tout le monde se souvient est celle où il rampe sur le sol sous l'emprise de Quaalude, ce qui n'était même pas scénarisé. Il s'est basé sur une vidéo YouTube intitulée « The Drunkest Man in the World ». Le film a utilisé le mot plus de 500 fois, établissant un record du monde. Il a rapporté 47 millions de dollars dans le monde et est devenu le plus grand succès de Scorsese à ce jour. DiCaprio a été nominé 2 fois pour son jeu d'acteur et en tant que producteur, ses 4e et 5e nominations aux Oscars. Mais il a perdu à nouveau, cette fois contre Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club. Les gens se sont disputés pour savoir si le film glorifiait la cupidité de Wall Street ou mettait en garde contre elle. Et en coulisses, les choses se sont assombries. Red Granite Pictures, qui a aidé à financer le film, a ensuite été lié à un scandale de blanchiment d'argent de 4,5 milliards de dollars. DiCaprio a dû rendre plusieurs cadeaux, dont un Picasso de 3,2 millions de dollars et une œuvre d'art de Basquiat de 9 millions de dollars. En 2015, DiCaprio a finalement remporté l'Oscar pour Le Revenant. Mais cela n'a pas été facile. Il a réellement dormi à l'intérieur d'un vrai cheval mort et mangé du foie de bison cru pour une scène. Les températures glaciales pendant le tournage étaient si brutales qu'il a risqué l'hypothermie. Le tournage a duré 156 jours dans la nature en utilisant uniquement la lumière naturelle. La scène de l'attaque de l'ours, qui semblait terriblement réelle, a été créée à l'aide de centaines de vidéos d'attaques réelles et d'images de synthèse. Au début, le scénario disait simplement que Hugh Glass se battait contre l'ours. Mais DiCaprio s'est rendu compte que ce n'était pas un combat. C'était une question de survie. Il a dit que c'était comme être ballotté comme une pelote de laine par un chat géant. Après avoir perdu 5 fois auparavant, il a finalement remporté son premier Oscar à l'âge de 41 ans. En 2020, DiCaprio a de nouveau été nominé pour « Il était une fois à Hollywood ». Il jouait Rick Dalton,
Un acteur sur le déclin qui rêve de décrocher un Oscar comme DiCaprio l'avait fait à ses débuts. Le rôle exigeait un travail émotionnel profond. Il a même improvisé des scènes où il s'effondrait en pleurant. Les critiques ont dit que c'était peut-être son meilleur travail à ce jour. Son alchimie avec Brad Pitt a créé des moments inoubliables, en particulier des scènes sur leurs carrières en déclin. Bien qu'il ait perdu l'Oscar au profit de Joaquin Phoenix dans Joker, beaucoup pensaient qu'il le méritait. Le rôle était considéré comme un hommage au vieil Hollywood. Leonardo DiCaprio s'était construit une image forte. Il était considéré comme un acteur sérieux, un militant pour le climat et un homme avec un but clair. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas aussi propres qu'elles en avaient l'air. En 2013 et 2014, un riche financier malaisien nommé Joe Lo a offert à Leonardo des cadeaux coûteux. L'un était un tableau de Pablo Picasso d'une valeur de 3,2 millions de dollars. Un autre était un collage de Jean-Michel Basquiat d'une valeur de 9 millions de dollars. Il y avait aussi la statue originale de l'Oscar de Marlon Brando. La valeur totale était de 12,2 millions de dollars. Tout cela provenait d'argent volé au fonds IMDb de Malaisie, où plus de 3 milliards de dollars ont disparu. Ce qui a aggravé les choses, c'est que le film Le Loup de Wall Street, dans lequel Leonardo a joué, a été en partie payé avec 238 millions de dollars de cet argent volé. Cet argent est passé par une société appelée Red Granite Pictures. Leur bureau était juste au-dessus de la propre société de production de Leonardo, Appian Way Productions. En 2017, Leonardo a tout rendu au gouvernement américain. Le ministère de la Justice a qualifié cette affaire de la plus grande affaire de détournement de fonds de la planète. Mais les questions ne se sont pas arrêtées là. Bien que Leonardo ait souvent parlé de sauver la planète, ses propres actions ont soulevé des sourcils. En seulement 6 semaines de 2014, il a voyagé en jet privé 6 fois. Même si ses vols étaient comptabilisés comme commerciaux, cela représentait quand même 44 tonnes d'émissions de carbone. Mais les jets privés créent 37 fois plus de pollution par personne. Il a également loué le 5e plus grand yacht au monde, appartenant à un magnat du pétrole des E. En 2016, il a parcouru 13 000 km aller-retour d'Europe à New York juste pour recevoir un prix environnemental. Certains experts ont calculé que son empreinte carbone annuelle réelle pourrait être d'environ 10 000 tonnes. C'est environ 500 fois plus que la moyenne américaine. Même s'il a participé à un programme de plantation d'arbres, les critiques ont dit que cela ne compensait pas de loin ses émissions réelles. En 2016, Leonardo a sorti un documentaire sur le climat intitulé « Avant le déluge ». Il le montrait visitant 5 continents, survolant des champs pétrolifères en hélicoptère et voyageant dans des régions reculées comme l'Arctique. Il a rencontré le pape et des chefs de gouvernement du monde entier. La production a permis de recueillir plus d'1 million de dollars en taxes carbone pour aider au reboisement, mais les coûts totaux n'ont jamais été divulgués publiquement. Les gens se sont demandé pourquoi autant d'argent était dépensé en voyage au lieu de financer directement l'énergie propre. Leonardo lui-même a admis dans le film que son empreinte carbone était probablement plus importante que celle de la plupart des gens. Pourtant, sa société, Appian Way, a continué de croître. Il l'a fondée en 2001 et, en 2020, elle avait signé un important accord avec Sony Pictures. La société a contribué à la production de films et de documentaires à gros budget, ce qui a donné à Leonardo plus de contrôle et des bénéfices plus élevés. Il a gagné 50 millions de dollars pour Inception grâce au partage des bénéfices. Netflix lui a versé 30 millions de dollars pour Ne regardez pas en haut et Apple a payé la même somme pour Killers of the Flower Moon. Appian Way a réalisé ces 2 films. Même s'il gagnait entre 20 et 30 millions de dollars par rôle d'acteur, il gagnait souvent plus en tant que producteur. Mais son image de guerrier du climat a commencé à se fissurer. En janvier 2025, lorsque des incendies de forêt ont frappé Los Angeles, Leonardo s'est envolé pour le Mexique, en jet privé avec sa petite amie, Victoria Ceretti. Il a fait un don d'1 million de dollars
pour aider à lutter contre les incendies, mais les critiques l'ont quand même interpellé pour son vol. En juillet 2025, Elon Musk a été critiqué pour avoir aidé à financer un hôtel de luxe près de Tel Aviv, alors que le conflit à Gaza était en cours. La même année, en juin, il s'est rendu au mariage de Jeff Bezos. Bien qu'Amazon ait fait l'objet de critiques pour des questions environnementales, Elon a été vu se couvrant le visage avec une casquette pour éviter les caméras. Plus tard, lorsqu'il était en Espagne en train de ramasser du plastique pour un documentaire, des personnes sur les médias sociaux lui ont demandé s'il s'était également rendu là-bas, en jet privé. Puis sont venues des histoires de son passé qui étaient encore plus troublantes. Dans une interview de 2002, le skateboarder Harold Hunter a affirmé qu'à la fin des années 1990, lui et Leonardo faisaient pression sur des femmes pour qu'elles aient des relations sexuelles, même après que les femmes avaient dit non. C'était pendant la soi-disant ère POS de Leonardo, où lui et d'autres jeunes stars comme Tobey Maguire étaient connus pour faire la fête à outrance. Cette interview a été publiée en ligne en 2019 et a de nouveau attiré l'attention en 2022. Hunter a parlé de ses actes avec désinvolture, sans montrer aucune conscience de leur gravité. À peu près à la même époque, Leonardo et Tobey Maguire ont bloqué la sortie d'un film qu'ils avaient réalisé intitulé Don's Plum. Il a été tourné en 1996 et 1997 et montrait Leonardo jouant un personnage troublant. Dans une scène, il a jeté une bouteille sur une femme et l'a traitée de salope. Le producteur du film les a poursuivis en justice pour 10 millions de dollars, affirmant qu'ils utilisaient leur pouvoir pour faire taire le film. Le réalisateur a ensuite écrit une lettre ouverte, accusant Leonardo d'intimidation et de censure. Le film est finalement sorti. À l'étranger, mais il a été définitivement interdit aux États-Unis et au Canada. Une autre chose dont les gens parlaient était l'historique des fréquentations de Leonardo. Des rapports ont montré qu'il n'avait jamais publiquement fréquenté une personne de plus de 25 ans. Lorsque Camila Morone a eu 25 ans en 2022, ils se sont séparés 2 mois plus tard. La même chose s'est produite avec Gisele Bündchen en 2005, Bar Refaeli en 2010 et Kelly Rohrbach en 2015. Sa petite amie actuelle, Victoria Serretti, a eu 26 ans en juin 2023. L'écart d'âge entre eux, il a maintenant 50 ans, a suscité encore plus de discussions. Aux Oscars de 2022, la comédienne Amy Schumer a plaisanté en disant que DiCaprio essayait de laisser la planète en meilleur état pour ses jeunes petites amies. En 1996, lors du tournage de Roméo plus Juliette, il y a également eu des problèmes sur le plateau. Il avait 21 ans et Claire Danes n'en avait que 16. Elle a dit plus tard qu'il se comportait de manière immature et faisait des farces toute la sous le temps. Il a dit qu'elle était coincée. Ils ne s'entendaient pas bien et se parlaient à peine lorsqu'ils ne filmaient pas. Elle a admis plus tard qu'elle avait le béguin pour lui, mais a également dit qu'il n'était pas facile de travailler avec lui. Ils n'ont plus jamais joué ensemble après cela. En 2025, Leonardo a eu 2 autres démêlés publics. Lors de la Fashion Week de Paris en mars, il a refusé de prendre des photos avec des fans et s'est comporté de manière distante, ce que beaucoup ont qualifié de moment de diva. Quelques mois plus tard, en août, il a été arrêté par la police lors d'une fête à Ibiza parce qu'il ne l'avait pas reconnu. Il a dû montrer sa pièce d'identité pour entrer. Pendant ce temps, d'autres célébrités comme Kendall Jenner sont entrées directement et même le rappeur Travis Scott s'est vu refuser l'entrée. La petite amie de DiCaprio a été entendue dire « La police me fouillait complètement en ce moment ». Lorsqu'il a joué Ernest Burkhart dans Killers of the Flower Moon, il a dû porter de fausses dents cariées et se comporter comme un homme qui empoisonnait lentement sa femme. Le film a couvert les meurtres d'Osage qui ont eu lieu entre 1918 et 1931, lorsque plus de 60 Amérindiens ont été tués pour leurs droits pétroliers. Leonardo a dit que c'était l'un des personnages les plus sombres qu'il ait jamais joué. Le film a coûté environ 200 à 215 millions de dollars à réaliser et a duré de 6 minutes.
Il a rapporté 158 millions de dollars et a obtenu 10 nominations aux Oscars. Mais certaines personnes l'ont critiqué pour s'être concentré davantage sur les personnages blancs que sur les voix autochtones. L'histoire était également importante car il s'agissait de la première grande affaire du FBI. Dans un autre film sorti en 2025, Une bataille après l'autre, Leonardo a surpris tout le monde en refusant d'utiliser le jeu de rôle. Il jouait un révolutionnaire défoncé nommé Bob Ferguson, mais il a dit au réalisateur « Je ne peux pas le faire, je ne peux pas jouer quand on me demande de fumer devant la caméra ». Le film a coûté environ 130 à 140 millions de dollars et a réalisé 22,4 millions de dollars de recettes lors de son ouverture aux États-Unis. Il a été tourné avec des caméras VistaVision à l'ancienne et c'était la première fois qu'il travaillait avec le réalisateur Paul Thomas Anderson. Leonardo a dit qu'il admirait Anderson depuis qu'il avait regardé Boogie Nights il y a des années. Au total, ces films ont rapporté 6,95 milliards de dollars dans le monde, plus 71 millions de dollars supplémentaires grâce aux films et aux émissions produits par Appian Way. 11 de ces films ont réalisé plus de 20 millions de dollars de recettes lors de leur premier week-end. Il a remporté 3 Golden Globes et a inspiré des acteurs comme Timothée Chalamet. Ses projets suscitent souvent des débats et il gagne toujours environ 30 millions de dollars par film. En 2025, Appian Way a signé un nouvel accord de 3 ans avec Paramount Pictures, s'éloignant de Warner Brothers. Aujourd'hui, âgé de 50 ans, Leonardo dit qu'il ralentit. Il veut se concentrer sur des histoires qui comptent et qui dureront. Sa relation avec Victoria Serretti est soumise à pression. Elle a déclaré à Vogue France qu'elle n'aimait pas être considérée uniquement comme la petite amie de DiCaprio. C'est la première fois que les gens disent qu'il a peur d'être largué. Ils sont toujours vus ensemble à New York, mais des personnes proches d'eux disent qu'elle pourrait être prête à partir. Il ne s'est jamais marié et, selon les rumeurs, n'a jamais prévu de le faire. Pour l'avenir, la société de Leonardo travaille sur de nouveaux projets. Il retrouve Martin Scorsese pour The Devil in the White City et fait équipe avec Jennifer Lawrence pour What Happens at Night. Il a également un projet de science-fiction climatique intitulé Sandcastle Empire. Ses futurs films se concentreront davantage sur l'effondrement environnemental et la durabilité. Il dit qu'il ne court plus après les prix. Il veut simplement faire des films qui lancent des conversations et durent des décennies.